Maintenant, j'appelle donc le professeur Maille, qui était le chef de service de HIA Percy. Donc, c'est notre ophtalmo militaire, qui va nous parler, puisqu'il a eu pas mal d'expérience aussi, comme il est aviateur, des lasers, des accidents de laser, notamment dans l'armée. Vous savez qu'il y a pas mal d'accidents, enfin pas mal, il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai vu quelques photographies très impressionnantes que tu m'avais montrées. Donc, je pensais que c'était une bonne idée qu'il fasse le point sur les avantages et les accidents et les dangers des lasers actuels. Merci Michel d'être venu. Ok, je te remercie de m'avoir invité, ainsi que l'Académie de chirurgie. Dans les applications des lasers, on peut distinguer des applications thérapeutiques et des applications non thérapeutiques. J'insisterai essentiellement sur les applications thérapeutiques qui ont connu des progrès très importants ces 10 dernières années. Néanmoins, les applications non thérapeutiques méritent d'être connues en raison de la banalisation de l'utilisation et de la facilité d'acquisition de lasers avec possibilité d'incidents ou d'accidents parfois graves. Les effets biologiques dépendent de la longueur d'onde, de la durée d'exposition, de l'énergie délivrée, de la nature du tissu exposé et de l'absorption du rayonnement. Parmi les pigments oculaires qui absorbent l'énergie du laser, la mélanine est le plus important avec une absorption dans le spectre visible et proche infrarouge entre 400 et 1400 nanomètres. Cette mélanine est totalement concentrée dans le tissu uvéal et l'épithélium pigmentaire rétinien, ce qui explique que ce dernier et la choroïde soient les sites les plus importants d'absorption de l'énergie laser dans le segment postérieur, ce qui est mis à profit dans les applications thérapeutiques, mais explique aussi les possibilités d'atteinte fonctionnelle ou physique accidentelle. L'UV lointain, lui, est arrêté au niveau de la cornée et l'infrarouge lointain au niveau du segment antérieur, comme on l'a évoqué tout à l'heure. 4 classes de lasers sont définies en fonction de leur puissance. Le domaine de l'ophtalmologie est concerné par les classes 1 pour les instruments diagnostiques et classe 3 pour les matériels thérapeutiques. Cette classe 3 étant divisée en 2 sous-classes. La classe 3A, dans laquelle les réflexions diffuses ne présentent aucun risque et où la vision directe du faisceau n'est dangereuse qu'à travers des instruments d'optique ou pour des temps supérieurs à 0,25 secondes d'exposition. La classe 3B, où la vision directe du faisceau est toujours dangereuse, de même que l'exposition à des sources réfléchies pendant plus de 10 secondes ou à une distance inférieure à 13 cm. Les pointeurs laser appartiennent à la classe 2. Le risque est faible car il s'agit de dispositifs de faible puissance émettant un rayonnement visible et la protection de l'œil est normalement assurée par le réflexe de clignement. Pour comprendre l'enjeu fonctionnel, un très bref rappel histophysiologique de la rétine est indispensable. En gros, 2 types de rétine. La rétine moyenne et périphérique qui sera responsable du champ visuel et des capacités en vision de nuit, qui est essentiellement sous la dépendance des photorécepteurs de type bâtonnet. La rétine centrale avec la macula qui est centrée par la foveola, qui est composée essentiellement de cônes, et ce véritable œil de l'œil qui fonctionne donc au niveau photopique, c'est-à-dire en vision de jour, va être responsable de l'acuité visuelle, de la vision des couleurs, du sens du mouvement, de l'appréciation des distances et du relief, et de la résistance à l'éblouissement. C'est dire que toute atteinte maculaire va se traduire par un syndrome avec atteinte de ces différents éléments, avec en particulier ce qu'on appelle des métamorphopsies, c'est-à-dire une déformation des lignes droites qui vont apparaître ondulées, qui sont extrêmement gênantes et qui sont toujours décrites comme un handicap majeur par les patients. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu les campagnes de sensibilisation de la SFE, de la Société française d'ophtalmologie, disant de la prévention de la dégénérescence maculaire liée à l'âge.
Donc ici, vous retrouvez l'altération de la vision des couleurs et de l'acuité visuelle avec une dyschromatopsie d'axe bleu-jaune, ces métamorphopsies. La baisse d'acuité visuelle au maximum va réaliser un scotome central, une zone de non-perception. Parmi les progrès sur le plan diagnostique, il faut dire un mot de l'OCT, la topographie par cohérence optique, qui est une technique simple et non invasive et qui a représenté une véritable révolution, en particulier avec sa 4e génération qui est commercialisée depuis 4 ans, qui est fondée sur une nouvelle technologie dite domaine spectral. Le principe est l'utilisation de la réflexion de rayons laser émettant dans le proche infrarouge par les différentes structures histologiques pour mesurer l'épaisseur rétinienne après analyse du signal par un spectromètre. La résolution de ces nouveaux OCT est de 5 microns dans le sens axial et de 1,5 à 12 dans le sens longitudinal, ce qui permet une très nette amélioration de la corrélation des coupes avec l'aspect du fond d'œil. Cette OCT est devenue un examen incontournable dans de nombreuses pathologies, en particulier dans la détection et le suivi des pathologies de la jonction vitréo-rétinienne. Vous voyez ici la limitante interne du vitré, mais également dans tout ce qui est œdème maculaire, quelles que soient leurs étiologies, que ce soit la rétinopathie diabétique, la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ou, comme dans ce cas, dans une choriorétinopathie cérébrale du sujet jeune. Alors, sur le plan thérapeutique, l'utilisation du laser va recouvrir 3 grandes indications au niveau rétinien. La destruction de vaisseaux anormaux, en particulier dans les DMLA exsudatives, avec ce qu'a été l'apport de la photothérapie dynamique, ou PDT, la réalisation d'une cicatrice choriorétinienne solide dans la prévention et le traitement des décollements de rétine, et enfin la destruction de zones pathologiques, en particulier ischémiques, responsables de la formation de néovaisseaux. Et dans ces 2 dernières indications, nous verrons l'intérêt des lasers multispot. Le traitement des néovaisseaux, en particulier dans les formes exsudatives de la DMLA, seront en fonction de leur visibilité et de leur siège par rapport à la fovéola, le but étant de détruire la membrane néovasculaire choroïdienne en minimisant les séquelles du traitement au niveau rétinien. Si les injections intravitréennes d'anti-facteurs de croissance vasculaire sont actuellement le traitement préférentiel, elles peuvent toujours, dans certains cas, être associées à un traitement laser conventionnel ou à une photothérapie dynamique, et nous allons voir ces 2 aspects. Tout d'abord, la destruction directe des néovaisseaux par photocoagulation au laser argon qui émet dans le bleu-vert ou krypton qui émet dans le rouge-jaune. Cette photocoagulation ne sera réalisable qu'en cas de néovaisseaux choroïdiens visibles, maculaires, extrafovéolaires, qui malheureusement ne représentent qu'une minorité de cas. Dans ces cas favorables, le traitement, tout en respectant la fovéola, permet la réapplication du décollement de la rétine maculaire, une disparition des métamorphopsies et une préservation de l'acuité visuelle. Mais cette destruction directe des néovaisseaux n'est pas possible s'ils ont une localisation rétrofovéolaire, car la photocoagulation entraînerait alors une destruction des cônes fovéolaires, responsable d'une atteinte visuelle sévère, avec un scotome central immédiat et définitif. On peut alors faire appel depuis les années 2000 à une autre technique, la photothérapie dynamique, qui, elle, respecte la rétine. Le principe de cette photothérapie dynamique est d'utiliser un photosensibilisateur, la vertéporphine, qui est capté préférentiellement par les néovaisseaux choroïdiens.
L'exposition de la zone néovascularisée à une radiation correspondant au pic d'absorption autour de 689 nanomètres va entraîner l'activation de la vertéporphine, libérant de l'oxygène singulé qui altère la membrane des cellules endothéliales, provoquant une agrégation plaquettaire et la formation d'un thrombus au bout d'une semaine. L'occlusion de la membrane néovasculaire sera effective et plus ou moins complète au bout d'une semaine. Cette technique va permettre de traiter non seulement les néovaisseaux visibles rétrofovéolaires, mais également les néovaisseaux sous-épithéliaux occultes purs qui seront localisés grâce à l'angiographie ovaire d'Indocyanine. Le protocole thérapeutique comporte une perfusion de vertéporphine pendant 10 minutes et le laser 15 minutes après le début de la perfusion. La destruction des néovaisseaux peut nécessiter plusieurs séances car ils peuvent se reperméabiliser et ils imposent une surveillance attentive. Cette technique qui ne détruit pas la rétine a pour but la conservation de l'acuité visuelle. En ce qui concerne maintenant les traitements plus conventionnels, les lasers multispot représentent une avancée technologique importante lorsque l'on veut traiter une plus grande surface de rétine extramaculaire pour réaliser une cicatrice choriorétinienne solide dans la prévention et le traitement des décollements de la rétine, ou pour détruire des zones pathologiques, en particulier ischémiques, responsables de la formation de néovaisseaux à l'origine de complications cécitantes. Par rapport aux photocoagulations classiques, ici vous avez une photocoagulation classique, ici une photocoagulation avec un laser multispot. On voit que ce traitement semi-automatisé permet de réduire par 3 le temps de la séance de photocoagulation, de mieux optimiser la répartition des impacts et de mieux les doser grâce à un zoom continu par focale qui permet une mise au point permanente parfaite. Les temps d'exposition sont très courts, ce qui est plus confortable pour le patient, et les émissions laser peuvent se faire dans le vert ou dans le jaune, qui est un petit peu moins douloureux. Donc, outre le classique spot simple dont on peut faire varier la taille de 50 à 500 microns, qui permet le dosage initial et éventuellement les finitions, différents motifs peuvent être programmés en fonction de l'indication, avec des tailles de spot allant de 100 à 500 microns. Donc on pourra avoir des carrés, des triples, des carrés pour faire des pans photocoagulation, des triples arcs pour compléter en périphérie ces pans photocoagulation, des cercles pour faire des déchirures rétiniennes, et enfin des grilles maculaires en cas d'œdème maculaire diffus. Donc sur cette diapositive, vous voyez la réalisation d'arcs périphériques. Sur celle-ci, vous voyez des carrés dans le cadre d'une panphotocoagulation qui est parfaitement dosée. Alors je voudrais maintenant évoquer plus rapidement la possibilité d'incidents ou d'accidents parfois graves avec des lasers utilisés à des fins autres que thérapeutiques. Pour cela, il faut rappeler qu'une variation brutale et importante du niveau lumineux va provoquer un éblouissement qui peut être responsable d'un déficit plus ou moins intense et prolongé des performances visuelles. En fonction de son importance, différents seuils peuvent être franchis. Tout d'abord un seuil d'inconfort, ensuite un seuil d'incapacité et enfin un seuil de lésion. Chaque sujet possède ses propres caractéristiques vis-à-vis de l'éblouissement en fonction de l'âge. Les autres paramètres seront la surface pupillaire, l'état de la rétine maculaire. Enfin, la quantité de lumière nécessaire pour créer l'éblouissement dépend du niveau préalable de l'adaptation, ce qui explique le risque tout particulier en vision de nuit
où l'on va avoir une désadaptation brutale avec une perte importante de toutes les fonctions visuelles. Alors ici, un banal pointeur laser classe 2 en vente libre qui est responsable d'un inconfort avec gêne visuelle et éventuellement douleur et blépharospasme si l'illumination se prolonge. Vous avez pu voir des images similaires lors de matchs de foot à la télévision, car il semble que ce soit devenu un nouveau jeu. Les caractéristiques sont de ces pointeurs, enfin de tout appareil laser, est normalement obligatoirement précisé par le fabricant, ce qui n'est pas toujours le cas dans certains lasers de provenance douteuse, et donc on ne saura jamais trop si on se trouve dans une classe à risque ou pas. Ici, un laser dit de neutralisation qui est utilisable lors d'émeutes et qui est responsable de phénomènes ou de papillotement d'image ou d'incapacité. C'est le but de ces lasers de neutralisation, avec des post-images colorées, vertes, rouges, jaunes, dont l'intensité va décroître progressivement, avec possibilité de troubles de la vision, bien sûr, à type de scotum central, absolu puis relatif, de troubles de la vision binoculaire, de la suppression de la vision colorée et du sens des contrastes. La récupération dans le temps se fera le plus souvent en jours qu'en minutes, avec même possibilité de lésion en fonction de la distance. En effet, les deux gros paramètres qui vont entraîner cet inconfort seront la distance et la puissance du rayonnement. Or, ces lasers sont normalement sécurisés par des filtres qui peuvent malheureusement facilement être enlevés et qui le rendent alors dangereux. Il faut signaler que le développement rapide des lasers diodes, qui sont petits, peu coûteux, très efficaces, pourrait entraîner la prolifération de ces systèmes. Or, d'utilisation maintenant quasi quotidienne, ce sont les lasers de poche, donc théoriquement classe 2, qui visent les conducteurs de bus, de train ou d'avion. Ainsi, en aéronautique, seuils d'inconfort et d'incapacité sont souvent proches, car le pilote ne peut se priver plus de 2 secondes des informations visuelles sans risque pour la sécurité. Les risques sont maximum au moment de l'atterrissage, compte tenu de la multiplicité des paramètres à gérer, et en vol de nuit où vont se combiner des effets rétiniens plus importants du fait de la semi-mydriase liée à l'obscurité ambiante initiale et de la désadaptation liée à l'illumination brutale du cockpit, avec gêne plus ou moins prolongée pour la lecture des éléments du tableau de bord. Donc en 2010, il y a eu environ 400 incidents de ce type. Donc ça a amené la gendarmerie de l'air à prendre des mesures particulières et à proposer des protections pilotes particulières également. Donc à un stade de plus, on pourra observer des lésions avec des lasers de classe 3 ou 4. Donc si l'impact est extramaculaire, il y aura peu de séquelles. Si, comme dans ce cas, dans une atteinte de type 4, de grade 4, on va avoir une atteinte maculaire importante avec une altération définitive de la vision centrale, un scotum central définitif, une hémorragie dans le vitré. Ces accidents laser ne sont pas très fréquents. Bon, tu parlais en milieu militaire, ça représente pas plus de 5% des accidents laser. 50% vont survenir en laboratoire, 13% dans le domaine médical, 40% du fait de l'absence de protection, soit par négligence, soit parce que pour des raisons ergonomiques. Souvent, c'est pour calibrer un faisceau laser. La protection est de la même longueur d'onde, donc on l'enlève pour mieux faire le calibrage. Et 30%, malgré le port d'une protection, ce qui signifie que le filtre n'était pas adapté à la longueur d'onde responsable. Pour conclure, donc très rapidement, si la technologie laser est indispensable, elle nécessite aussi une vigilance particulière avec la nécessité d'une sélection, d'une information et puis des mesures de sécurité et de prévention.
Je vous remercie.